Madame, Messieurs, chers internautes, vous êtes dans votre émission 4e de couverture. Cette fois-ci, nous accueillons Amadou Sow, l'auteur de l'ouvrage La geste de Tidjani, reconquête omarienne du Massina. Monsieur Sow, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Monsieur Top, bonjour aussi les internautes qui suivent l'émission 4e de couverture. Merci de cette invitation. La littérature, son charme, c'est qu'elle englobe plusieurs fonctions, parmi lesquelles l'éthique, l'éducation, l'engagement politique, mais également la fonction historique. Justement, c'est à travers cette fonction que l'auteur Amadou Sow nous présente cet ouvrage, La geste de Tidjani. Pourquoi vous avez voulu revenir sur le cours de l'histoire? Effectivement, c'est une question qui mérite d'être posée. Et pour répondre à cette question, il faudrait remonter un peu, parce que ce livre a quand même une petite histoire. Il commence en 2001, lorsque j'ai démarré ma thèse de doctorat de 3e cycle à l'université Cheikh Anta Diop. Alors j'ai choisi le sujet. Il y a 19 ans alors. Oui, il y a 19 ans. Et cette thèse-là, effectivement, portait sur la geste de Tidjani, qui est une épopée, qui est déclamée par un griot. Et cette épopée-là a été transcrite, traduite, annotée et étudiée aussi d'un point de vue littéraire, si vous voulez même ethno-littéraire. Parce que dans ma spécialité, c'est ce qu'on appelle la civilisation africaine, la civilisation d'Afrique. Il y a beaucoup de disciplines, notamment la littérature, l'histoire, la linguistique, l'anthropologie, si vous voulez même, la socio-anthropologie. Et c'est ce qui fait qu'il y a un regard historique, mais aussi un regard sociologique. Et c'est dans cette perspective que nous avons rencontré ces figures historiques comme El Hadj Omar et qui ont marqué aussi notre intérêt, et particulièrement la fin de la guerre sainte d'El Hadj Omar. Donc ce livre-là porte sur la guerre sainte, la dernière phase de la guerre sainte d'El Hadj Omar. Lorsque l'on parle de la geste de Tidjani, je vais revenir sur la forme bien sûr. Quand on parle de Tidjani, on pense à Cheikh Ahmed Tidiane. Ouais. Pourquoi ce titre, La geste de Tidjani? Ben justement, il y a beaucoup de gens qui pensent que le livre porte sur la Tidjania. Évidemment, on ne peut pas parler... À première vue, oui, c'est ce que ça donne. Justement, mais on ne peut pas parler disons, de l'El Hadj Omar sans parler de la Tidjania. Donc c'est évident. Et d'ailleurs, même les noms Tidjane, qui est devenu un prénom courant, vient du fondateur de la confrérie Tidjane, qui s'appelle Cheikh Mohamed Tidjane. Donc Tidjani, c'est, disons, une prononciation poulard de Tidjane, du prénom Tidjane qui vient de la confrérie Tidjane, qui porte le nom du fondateur de cette confrérie-là, Cheikh Ahmed Tidjane. Tidjane, c'est le personnage principal, c'est le neveu d'El Hadj Omar, c'est un personnage historique, c'est le neveu d'El Hadj Omar parce que c'est le fils de son grand frère qui s'appelle Alpha Ahmadou. Voilà. Alors, lorsque l'on parle de Tidjani, nous savons tous que Cheikh Omar Foutiyou Tall est le porte-étendard de la confrérie Tidjane en Afrique de l'Ouest, et même plus large encore, Cheikh Omar est presque le porte-étendard de la religion musulmane en Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous avez voulu revenir sur exactement le rôle et le contexte de la guerre du Massina sur la mission de Cheikh Omar Foutiyou? Évidemment, parce que là, on a beaucoup parlé, sinon même on a beaucoup épilogué sur les causes de ce conflit-là, de ce conflit
qui a opposé El Hadji Omar et les Peuls du Massina. Beaucoup de raisons ont été avancées, mais il y a une des raisons peut-être qui n'a pas été tellement développée, qui porte sur la confrérie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la confrérie qui était à l'époque, avant l'arrivée de El Hadji Omar, c'est la confrérie Khadria. En effet. Donc les Peuls du Massina étaient des Khadria. Même au Fouta Toro, avec la révolution de Souleymane Baal, c'était des Khadria. Donc c'était la Khadria qui était là avant la Tidjania. Donc la Tidjania existait bien avant l'entrée de El Hadji Omar, mais c'était timide parce que vous voyez que... Il n'y avait pas une base. Oui, effectivement, parce qu'il y avait déjà... Je prends l'exemple de El Hadji Omar qui a reçu disons, cette confrérie-là, il a adhéré auprès d'un marabout guinéen et tout. Normalement, ils devaient même partir ensemble au pèlerinage à la Mecque. Mais c'est lors de son périple, quand il a fait le voyage en allant vers la Mecque, justement à la Mecque, il a rencontré Mohamed El Khali, qui l'a nommé cheikh, de la confrérie Tijane, Moukhadem, et qui lui a donné l'autorisation de propager la confrérie Tijane, ce qu'on appelle le Bilad et Soudan, au Soudan. Si on dit Soudan, vraiment c'est l'Afrique noire. Et donc il a comme mission de propager la confrérie Tijane au Soudan. Et évidemment, avant de propager la confrérie, il faudrait d'abord islamiser. Donc c'est cette entreprise d'islamisation qui a donné naissance à cette guerre, à ce mouvement-là, qui a commencé par les royaumes qui n'étaient pas encore islamisés, notamment les royaumes Bambara. Il y avait Massina, il y avait plutôt Kartala, Ségou qui était vraiment l'empire Bambara de Ségou. Et après maintenant, il y a eu Massina, et les Peuls du Massina étaient des musulmans. Il y avait un royaume musulman, notamment il y avait une théocratie là-bas, et cette guerre-là a eu lieu. Mais on peut dire aussi que ce que El Hadji Omar a amené, c'est une nouvelle confrérie aussi, par rapport à une confrérie aussi qui était là-bas aussi. Dans quel contexte géographique et historique peut-on circonscrire la geste de Tidjani? Effectivement, la geste de Tidjani, elle intervient parce que c'est l'action de Tidjani. C'est l'entrée en jeu de Tidjani en tant que disons que chef de guerre, en tant que leader, qui prend en charge le combat de El Hadji Omar. Parce que la prise après la prise de la capitale de Massina, Hamdallah, El Hadji Omar, vous savez, les Peuls du Massina se sont organisés avec Tombouctou. Donc si on parle de Tombouctou, ce sont c'est le fief de la confrérie Khadria au Mali. Voilà, chez les Kunta qui étaient là-bas. Et ils se sont organisés, ils ont organisé une coalition. Et cette coalition-là, effectivement, a assiégé El Hadji Omar. Et c'est à partir de ce siège-là qu'El Hadji Omar a disparu. Donc ça, c'est la version officielle. Il a disparu dans les falaises de Bandiagara. Et avant maintenant le siège de Degembéré, ce qu'on appelle le siège de Degembéré, avant, El Hadji Omar avait envoyé son neveu, Tidjani, pour chercher du renfort. Et maintenant, quand le neveu est revenu, Tidjani est revenu, il a trouvé que la confrontation a eu lieu. Et avec l'armée qu'il avait, il y avait beaucoup de Dogons. Exact. Donc avec cette armée-là,
il a organisé la riposte, il a pourchassé les assaillants et il s'est installé là-bas comme, disons, c'est pourquoi ça s'appelle la reconquête. Il a fait la reconquête. Exact. Il s'est installé là-bas comme, disons... Comme parce que d'après l'histoire officielle que l'on nous donne souvent, c'est que la Jomar avait disparu dans les falaises de Bandiagara et qu'il avait perdu la guerre. Mais il y avait une reconquête faite par Tidjani lui-même. Justement, c'est cette reconquête-là, elle commence à partir du moment où le siège de Bandiagara, le siège de Degembere a eu lieu, et que Tidjani est arrivé, et avec l'armée qu'il avait trouvé, et il a organisé la vengeance, et il s'est installé là-bas, mais il se trouve aussi que son règne n'a jamais été tranquille. Il y avait toujours des gens qui contestaient son pouvoir, notamment la famille... Son Almamia. Voilà, la famille du Massina, les peuples du Massina avec Balob, qui organisait la riposte. Et justement, cette épopée-là parle de la confrontation entre Tidjani et Balob, qui voulait reprendre le pouvoir au Massina parce qu'il considérait que les peuples du Fouta Toro étaient des usurpateurs et que Tidjani lui-même était un usurpateur. Donc le pouvoir devrait leur revenir, c'est-à-dire la famille de Cheikh Amadou, qui est le fondateur de la Dina du Massina, la théocratie du Massina. Donc l'épopée, ce texte-là, qui est étudié ici, parle de cette confrontation-là entre Tidjani, qui voulait asseoir son pouvoir, et l'armée de Balobo, qui voulait reprendre aussi leur pouvoir et organiser la riposte. Nous avons vu que vous avez parlé de l'épopée de la Jomar dans le chapitre 1 sur le cycle épique omarien. Qu'est-ce que vous voulez faire comprendre aux lecteurs à travers cette partie-là, l'épopée de la Jomar? Bon, voilà, c'est-à-dire que quand on parle d'épopée, peut-être qu'il faut définir le genre. Donc quand on parle d'épopée, on parle d'un genre littéraire, un genre littéraire oral. Un genre littéraire oral qui est raconté par les griots. Mais c'est de l'histoire, mais avec une bonne dose de légende qu'il faut reconnaître aussi. Avec une mystification. Ben oui, parce que... On peint l'histoire, on enjolit l'histoire. Exactement, parce que déjà même, il y a l'instrument de musique, il y a le public, et malgré le caractère, comment dirais-je, sanglant des événements, on peut quand même atténuer cela avec l'art, la musique déjà, qui joue un rôle très important, oui, parce que l'instrument de musique déjà qui est joué, ça permet d'adoucir un peu ce qui est dit, et ça donne aussi aux griots aussi la licence aussi de dire les choses sans pour autant blesser l'auditoire ou... Réalité qui est là, il faut le reconnaître. Voilà, d'un certain pouvoir. Et aujourd'hui, nous voyons que l'histoire bégaye. Oui, c'est cette complicité-là qui a fait une certaine configuration sociale aussi. Comme je le dis souvent, parfois on voit au Fouta, on voit des personnes qui portent des noms qui appartiennent à la catégorie de ces esclaves-là, mais en réalité, leur origine est noble. Leur origine est noble. Ce sont des dirigeants dans une certaine partie de l'Afrique quelque part, vous voyez, parce que ce sont des prisonniers de guerre aussi. Donc c'est justement les prisonniers de guerre, ils peuvent être des rois, ils peuvent être des princes aussi. Donc vous voyez. Exact. Voilà, mais dès qu'ils sont pris en position de faiblesse, ils deviennent des esclaves aussi. Donc voilà un peu cette catégorisation-là. Et la société était organisée aussi de sorte que les castes étaient interdépendantes. C'est-à-dire chacun avait une position qui lui donnait un certain pouvoir aussi.
parce qu'il a une... avait droit à quelque chose. Voilà. Avait droit, un droit sur l'autre. Tout à fait. Oui. Et j'ai dit une fois que aujourd'hui, ces castes ont presque disparu, ont tendance à disparaître, surtout dans beaucoup de domaines aussi. Mais il y a une reconfiguration de ces castes-là, surtout lors des événements. C'est ce que j'allais y revenir. Voilà, quand, par exemple, il y a un mariage, vous voyez, par exemple, les castes les provisoirement ont droit à des choses lors des événements. Voilà. Ce qu'on appelle les matchs-d'eau, vous le savez exactement. Voilà, et puis chacun joue son rôle. Hein. Ceux qui doivent tresser la mariée, traditionnellement, ils reviennent, même s'il y a le salon, mais traditionnellement, il y a quelque part un retour à ces castes-là, mais de façon... Avec une certaine fierté, un rappel de la tradition, un rappel de son appartenance. Tout à fait, parce que c'était pas gênant, c'était pas aussi... Chacun avait, comme je l'ai dit, chacun avait un pouvoir aussi. Chacun avait un pouvoir, chacun était nécessaire aussi. Donc voilà, chacun avait besoin de l'autre aussi pour pouvoir exister. C'est pourquoi d'ailleurs les échanges se faisaient par nature. C'est-à-dire on donne ce qu'on a. Si on est paysan, on donne son mille. L'autre, il peut donner des chaussures, etc. etc. Donc, on était interdépendants, de sorte que chacun se plaisait à sa place. Maintenant, avec au Massina aussi, quand il y a eu la Dina, avec l'arrivée de Cheikh Amadou. Cheikh Amadou, c'est un marabout Peul. Son nom de famille d'origine c'est Bari, mais après il a pris le nom de Cissé aussi, de Cissé. Ça s'explique aussi dans le contexte de l'époque aussi. Et donc, quand lui il est venu, il a organisé aussi la société en respectant aussi les castes. Donc, et même les autres communautés, parce qu'il y avait d'autres communautés aussi. Donc il a partagé les tâches en tout aussi, en organisant tout autour aussi de la religion aussi musulmane comme étant la base de son état qu'on a appelé la Dina du Massina. Et donc c'est cet état-là que El Hadj Omar a trouvé là-bas. Il a trouvé là-bas le petit-fils du fondateur Cheikh Amadou, qui s'appelle Amadou aussi, Amadou III, on l'appelle Amadou III, parce que c'est le petit-fils de Cheikh Amadou, comme il s'appelle Amadou. Lui-même fils de Amadou. Exactement, on l'appelle Amadou III. Donc c'est celui-là que El Hadj Omar a trouvé au Massina. Alors votre approche, parce que vous êtes historien, donc une approche scientifique, une étude scientifique sur un fait, certes historique, mais qui est enjolivé à travers une épopée. Ça peut être sensible parce que ça parle de religion. Ça peut être sensible parce qu'aujourd'hui, il y a les descendants de ces familles-là qui gardent aujourd'hui, avec une certaine exclusivité, ce qui s'y était passé. Tout à fait. Quelle a été votre approche pour écrire cet ouvrage, pour pouvoir relater scientifiquement ce qui s'était passé? Tout à fait. Chacun a son rôle. Et d'ailleurs, ce livre-là, moi, je l'ai présenté au calife Cheikh Thierno Madani. Mais effectivement, il est conscient que c'est une histoire assez complexe, très difficile à raconter et tout. Bon, personnellement, par rapport à ma discipline aussi, à la base, je suis littéraire, mais comme je l'ai dit, un littéraire, mais dans la spécialité, il y a l'histoire, il y a Vous êtes chercheur, vous êtes tenu de respecter la démarche scientifique. Exactement. Donc, alors, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que, par exemple, ce livre-là, on peut dire que c'est même une première étape. C'est-à-dire où on expose les faits, sans commentaire. Parce que là, il y a des versions. Les versions qui sont disponibles, je les expose. Sans commentaire aussi. Il y a une autre partie qui est la partie analyse. Et cette partie-là,
on analyse les faits. Mais quand on analyse aussi, c'est suivant des outils d'analyse. C'est pas l'auteur qui donne, c'est pas moi en tant que... Ce n'est pas une analyse subjective, non, il y a des outils. Ça peut pas être... Vous avez calqué votre analyse sur des outils. Effectivement, ça peut pas être subjectif. Parce que, comme je le dis souvent, un littéraire, il pose des questions précises. Qui parle? À qui? Où? Quand? Comment? Pourquoi? À partir d'un texte. Il y a la perception de l'historien. Voilà, ça c'est à partir d'un discours. À partir d'un discours. Ce discours-là, c'est un texte. Donc le texte, il est là. Et quand on étudie le texte. Et quand on veut compléter, on complète avec d'autres ouvrages. C'est ça qui explique la bibliographie. Exact. Avec les David Robinson, les Émile Ducoudray, les Sambadien. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur El Hadj Omar. 280 pages de notes de bas de page. Voilà. Vraiment, c'est 280 notes de bas de page. Exactement. Donc, c'est pour dire que il y a à la base, on a un texte, on a aussi des écrits qui sont des écrits des historiens qui permettent de dire les choses ou de retracer les choses sans pour autant aussi que l'auteur du travail soit exactement le responsable de ce qu'il dit, parce qu'il n'invente absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le jugement, il est beaucoup plus dans l'explication et dans l'exposition des faits, dans l'explication des faits et dans l'analyse des faits. Exact. Voilà. Il s'appelle Dr Amadou Sow, enseignant-chercheur au département didactique des lettres de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation PASTEF. Il est l'auteur de l'ouvrage La geste de Tidjani, reconquête omarienne du Massina. C'est un ouvrage de près de 300 et quelques pages. Il retranscrit une épopée, ce qui n'est pas facile du tout. Malheureusement, nous n'avions que 26 minutes, ce qui ne nous permettait pas de pouvoir, en tout cas, aborder tous les thèmes qu'aborde cet ouvrage. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Amélie. Merci de m'avoir permis de parler de ce livre-là. Merci aussi de cette invitation-là. Encore que cette invitation nous faisons un plaisir parce que vous êtes notre oncle, parce que ami Ndaye Gogo qui est à Paris, je lui lance un peu de salut. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir et on espère que votre prochain ouvrage, nous aurons l'occasion également de discuter. Merci et salut à Gogo aussi. Madame, chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.